Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Salut tout le monde! Cette semaine, aux infos TCBH, je tombe mon gazon. J'ai pas trouvé mieux comme introduction, excusez-moi. C'est la dernière de la saison, comme vous avez pu l'entendre la semaine dernière pour ceux qui étaient des nôtres. Je me réservais une entrée originale, une entrée un peu loufoque, un peu drôle. Puis je pense que de faire ça en tracteur à pelouse, je pense que c'est winner. Je pense que c'est ça que ça prenait. Donc, cette semaine, aux infos TCBH, j'ai été interviewé Charles Junot du casse-croûte Lilo de Saint-Fabien. Ensuite, j'ai Lise Rousseau de la Maison du notaire à Trois-Pistoles, qui est la descendante finalement du notaire Rousseau. Et la 15e chronique du maire avec Jean-Pierre Rioux. On commence d'abord avec l'entrevue que j'ai pu avoir avec Charles Junot, qui est propriétaire et cuisinier du casse-croûte Lilo à Saint-Fabien. Les propriétaires du casse-croûte Lilo, donc Charles et sa conjointe, ont une poutine bien spéciale à offrir cet été et un partenariat qu'on va le souhaiter va perdurer pour eux. C'est avec l'Association du cancer de l'Est du Québec. En fait, une part financière d'une poutine qui s'appelle la poutine Lorette va aller pour chaque poutine, peu importe la grosseur, à l'Association du cancer de l'Est du Québec. Mais tout ça, Charles Junot vous l'explique très bien dans son entrevue que j'ai pu réaliser avec lui. Bon visionnement! Charles Junot, propriétaire et cuisinier. Le casse-croûte Lilo, c'est un casse-croûte qui se veut un casse-croûte vraiment familial. On a des enfants, Laurie et moi, puis on sait à quel point c'est le fun des fois de sortir en famille puis de se gâter. Donc, on veut vraiment mettre l'emphase sur tout l'aspect familial, l'aspect sportif aussi. J'ai grandi dans le monde du sport, j'ai fait du hockey durant longtemps. C'est quelque chose qui m'intéresse encore énormément. Donc, éventuellement, lorsque le COVID va être disparu, on va mettre des TV puis on va mettre des choses de sport un petit peu là, au travers de l'entreprise. J'ai fait du sport, mais durant ma jeunesse, là, mon père était propriétaire d'entreprise en restauration durant toute sa vie. Donc, j'ai grandi dans le milieu de la restauration. C'est un milieu que je connais quand même bien. On se le cachera pas, là, se gâter puis s'offrir des bonnes poutines, s'offrir des bons hamburgers, c'est quelque chose de le fun. Puis je voulais redonner ça un petit peu aux gens de Saint-Fabien. Je sais que c'est une communauté tissée serrée. Je sais que c'est des gens qui se tiennent debout et qui sont fiers de leur endroit. Donc on veut être fiers, nous autres aussi, de faire partie de Saint-Fabien et de leur offrir des produits à leur image. On essaie de favoriser l'achat local le plus possible. C'est certain qu'il y a des coûts de rattacher à ça. On a un fournisseur de viande Angus qui est à l'Île Verte, la ferme des Moissons, que les gens aiment beaucoup sa viande. Au niveau des légumes, on fait affaire avec le légumier de l'Est pour plusieurs sortes de nos légumes. Donc c'est ça, au niveau de l'approvisionnement, on essaie d'encourager autant que possible l'achat local. Il y a beaucoup de cantines qui ont du styromousse. Ça coûte rien, c'est pour ceux qui ont des styromousses, ça coûte rien. Mais pour l'environnement, c'est épouvantable. Bien, on utilise des contenants pour les poutines. Là. Les 3 formats de poutine qu'on a, c'est des contenants faits à partir de papier et carton 100% recyclés, qui sont compostables. C'est des contenants qui étaient importants pour nous. On a une mission environnementale. On tient à faire notre part par rapport à ça. J'ai fait un menu beaucoup avec de mes amis, des anciens joueurs que j'ai coachés, des gens locaux. J'ai le Gleason, qui est un quart de livre de viande. Là, on met exactement 115 grammes de boulettes de viande. Puis c'est pour Gleason Fournier, qui est ici à Saint-Fabien, hockeyeur bien connu. Puis c'est ça, là, Patrick Coulombe. C'est une poutine avec un steak Angus. C'est pas une viande un petit peu comme la ferme des Moissons. La ferme des Moissons, c'est vraiment une viande hachée Angus. Là, j'ai vraiment le steak Angus qui s'effiloche. Ça fait un super de bon steak effiloché avec une sauce au poivre au travers de tout ça. On a la régulière, on a la Lorette qui est avec des saucisses. On a la Doobie avec Éric Dubois, qui est un de mes bons amis,
qui est entraîneur au hockey à Winnipeg, qui est pepperoni oignon, quelque chose d'assez simple. On a la poutine aux crevettes qu'on a fait une sauce maison avec les gens de Knorr, la compagnie Knorr, les sauces. On a bâti notre propre sauce. Donc c'est une sauce qui a comme deux côtés un petit peu, le côté crémeux, blanc si on veut, avec un petit peu de sauce rosée. Là, on prend des tomates, puis on mélange tout ça, là, on les vide, on enlève les noyaux. C'est vraiment beaucoup de travail à la main, là, mais je pense que ça en vaut la peine. Les gens aiment beaucoup la poutine aux crevettes avec notre sauce maison. On a la papa, qui est avec steak haché, pepperoni, oignon, piment vert. On a la LAF pour Alexis Lafrenière, que lui, je m'en souviens, c'était le 15 décembre. Ça a été un des premiers à qui j'ai parlé de mon projet. On est en bons termes, puis on se parle souvent. Puis il m'a dit, si je veux faire une poutine à ton image, là, ce serait quoi? Là? Puis d'emblée, il a dit, moi, si je veux me gâter, c'est une poutine steak saucisse. Donc, on est allé avec steak saucisse, puis là, j'y parlais, puis je me disais, il manque juste un petit quelque chose, là, puis qu'est-ce que tu dirais si en plus de la sauce à poutine, on rajoutait de la sauce barbecue, puis acceptait tout de suite, c'est une super bonne idée, puis c'est une poutine qui est très populaire ici présentement. Donc, chaque poutine Lorette vendue, que ce soit la petite, la moyenne, la grande, on remet 50 cents à la sec. Donc, ma conjointe a eu des traitements là, pour le cancer du sein. Elle a subi un cancer du sein, elle a eu de la chimiothérapie, elle a eu de la radiothérapie. Donc, elle a eu une grosse épreuve là, au cours des 2 dernières années. Ça a été un processus qui a été hyper difficile, mais qu'elle a réussi à vaincre, qu'elle a combattu avec fierté et avec ténacité. Donc, c'est important pour nous de redonner à la communauté. La SEC, on en a bénéficié. Ma conjointe en bénéficie encore. Puis on sait à quel point c'est important pour les gens qui sont atteints de cancer, mais aussi pour leur famille. C'est pas juste pour les gens atteints de cancer, c'est pour leur famille aussi. Moi, j'en ai bénéficié. C'est des services qui sont exceptionnels. C'est une équipe qui est exceptionnelle, donc on trouvait ça important de redonner à la SEC pour pouvoir les soutenir à notre façon, étant donné qu'ils nous ont soutenus lors des 2 dernières années. Lorette, c'est ma conjointe. C'est Laurie. Pourquoi Lorette? Parce que la plupart de ses amis de jeunesse l'appellent Lorette. Okay? Puis je trouvais que ça faisait un petit peu spécial. Là. Ça faisait différent d'une poutine Laurie ou d'une poutine la Lorette. Là, ça faisait un petit peu plus drôle, un petit peu plus familial, si on veut, pour rejoindre le concept familial. J'ai pour mission personnelle puis commerciale d'avoir le meilleur service avec les meilleurs produits puis le meilleur rapport qualité-prix-service de toute la province. On est vraiment fiers de notre concept, on est fiers de nos produits. Si les gens aiment les fruits de mer, ils vont pouvoir déguster des bons fruits de mer. On a des excellentes guédilles au mort, guédilles au crabe, guédilles aux crevettes. On a des clames frites maison. Monsieur Simoneau en faisait ici, puis nous, on a notre propre recette aussi de clames frites que les gens adorent présentement. Il y a vraiment tout sur le menu, donc si les gens viennent, je suis certain qu'ils ne seront pas déçus. Pète le feu! J'espère que vous avez apprécié cette mise en bouche de notre émission. Donc, c'est le temps d'y aller. Casse-croûte Lilo à Saint-Fabien. Allez les encourager, c'est pour une bonne cause. Puis je pense que c'est le fun de redonner aux entreprises locales. Puis je pense que le Casse-croûte Lilo fait bien le travail à ce niveau-là. Maintenant, on s'en va voir l'entrevue que j'ai pu réaliser avec Lise Rousseau, qui est la présidente du conseil d'administration de la Maison du notaire à Trois-Pistoles, mais qui est également la petite fille du notaire Rousseau, qui nous explique en fait c'est quoi la Maison du notaire, mais elle nous explique aussi l'histoire de cette maison-là, l'histoire de son grand-père qui était notaire à Trois-Pistoles. C'est une rencontre pour moi qui a été très riche. J'avais jamais visité la Maison du notaire avant cette entrevue-là et j'ai été très surpris, agréablement surpris. C'est très le fun à visiter. Donc, si vous avez l'occasion cet été, allez visiter la Maison du notaire également. Mais tout d'abord, on regarde l'entrevue que j'ai pu réaliser avec Mme Rousseau. La Maison du notaire, c'est une maison qui est maintenant patrimoine.
depuis 20 ans, je ne suis pas certaine, qui supporte les artistes, qui veut expliquer aux gens que le patrimoine, c'est très important, à Trois-Pistoles comme partout ailleurs. La maison a été abandonnée. Mon grand-père est décédé, puis les enfants sont partis partout. Puis, à Trois-Pistoles, il y a eu un groupe qui a décidé qu'il sauverait la maison du notaire. Pour eux, c'était important pour le patrimoine. Puis, c'est une belle maison. C'est une maison qui est sympathique. Mon grand-père était un numéro, non seulement un notaire. Il était aussi fermier à ses heures. Alors, les terres alentours ici, ça lui appartenait. Grand-maman, quand un client arrivait, elle sortait dehors, elle levait le drapeau. Ça voulait dire, bien, viens-t'en, t'as un client. Je montais sur ma bicyclette, je faisais le contrat et ensuite je retournais à mon travail. Mon grand-père avait 15 enfants. 13 de son premier mariage. Mon père du premier mariage, puis 2 du second mariage. Dans la famille du premier mariage, il y a 3 ordres du Canada. Il y a Gaston Rousseau, qui était capitaine. Il a fait les mers du monde. Il était sur les convois pendant la guerre, puis il nous racontait une anecdote. Les bateaux suivent, les Allemands torpillent, puis ils continuent, ils ne peuvent pas arrêter, là. Ils continuent. Puis il disait, là, il y avait des hommes qui tombaient en mer. On ne pouvait même pas arrêter pour les prendre. Il y a eu une vie quand même tumultueuse, c'est le cas de le dire, mais un homme joyeux aussi qui, malgré tout, la vie était belle. Il ne restait pas dans ses souvenirs moraux, il vivait au jour le jour. C'est maintenant. Le bonheur, c'est maintenant. Puis on a appris ça jeune. Puis c'est pas tout le monde qui connaissait ça. On est porté d'aller dans le passé ou dans le futur. Mais non, il nous disait, il faut vivre le moment présent. Roger Rousseau, qui était commissaire des Jeux olympiques et ambassadeur. Ça aussi, c'était un homme extraordinaire qui était ambassadeur partout, mais sans prétention. Puis Mariette Rousseau-Vermette, qui est peintre lissier. Grand-papa a initié l'échange d'étudiants de London, Ontario, à Trois-Pistoles pour apprendre le français. Puis c'était quand même avant-gardiste de faire ça à ce moment-là. Puis l'école de langue est encore ici. Il y avait des cannes, ils étaient handicapés. Le train est arrivé à Trois-Pistoles, puis il n'a pas attendu que le train arrête. Il est sorti, puis il y a eu un accident. Alors, il était un peu cowboy. Un peu. Il était aussi le chef de la fanfare. Puis la fanfare, ça se pratiquait dans la cuisine, de l'autre côté. Alors, c'était un petit peu bruyant. Mais nous autres, quand les pratiques arrivaient, puis on arrivait, nous autres, chez grand-papa, tu sais, c'est supposé d'être calme, puis... mais non. C'était très excitant. La fanfare dans la cuisine. Grand-papa dans le bureau qui essayait de travailler avant, mais eux autres arrivaient, lui. Tu sais, pour être un chef de fanfare, il faut... Il y avait une joie de vivre, pour moi, plus que beaucoup de gens. En haut, il y a une chambre de la fanfare. Alors, il y a quelques trombones, puis il y a ses habits originaux. Je peux pas m'empêcher de venir ici, puis de m'impliquer, puis
c'est impossible. Tu sais, je suis faite comme ça. C'est important, le patrimoine. Puis on apprend d'eux. Tu sais, il y avait des vieilles coutumes, mais on peut ajuster ça à nos coutumes, à nous. Puis, non. J'ai toujours été attirée par ça, puis c'est pour ça qu'encore je m'implique. J'ai plus 20 ans, là, mais je m'implique encore. Ça me garde jeune. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue avec Mme Rousseau. Pour ma part, il a fallu que je rajoute du gaz. On s'en va prendre une pause publicitaire et au retour, on vous présente la 15e chronique du maire. Cette semaine, Jean-Pierre, pour sa dernière chronique de l'année, nous parlera d'une histoire de pêche, si vous voulez. Une histoire assez particulière. Même moi, quand je l'ai captée, j'étais très plongé dans son histoire. Puis j'espère que ça va être votre cas aussi. C'est très mouvementé, c'est très intéressant. Et ça donne le coup d'envoi pour des activités à trois pistoles cet été. Donc, on s'en va prendre une pause publicitaire et au retour, la 15e chronique du maire. Puis nous, ben, on se revoit à la fin de l'émission. On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Pourquoi faire vacciner mon enfant s'il court moins de risques qu'un adulte face à la COVID-19? Même si certains symptômes de la COVID-19 peuvent sembler légers, d'autres, comme l'essoufflement, peuvent durer plusieurs mois. Bien que les jeunes aient moins de risques de développer des complications, ils peuvent facilement transmettre le virus. La vaccination demeure le meilleur moyen pour protéger votre enfant et ses proches. Depuis plus d'1 an, le gouvernement négocie avec les syndicats pour renouveler les conventions collectives de ses employés. Concrètement, en santé, le gouvernement propose l'ajout de 14 000 postes, incluant 3 500 infirmières, des postes principalement occupés par des femmes. Il propose aussi une augmentation de 23 % de la rémunération des préposés en CHSLD et des augmentations importantes des primes de nuit, de soir et de fin de semaine pour les infirmières. Tout le monde gagne à s'entendre maintenant. Depuis plus d'1 an, le gouvernement négocie avec les syndicats pour renouveler les conventions collectives de ses employés. En plus des offres visant à améliorer de façon prioritaire les conditions de travail dans les réseaux de la santé et de l'éducation, le gouvernement propose une bonification de la rémunération de 8 % sur 3 ans pour l'ensemble des employés de l'État. Des offres raisonnables et de meilleurs services publics pour mieux servir les Québécois. Tout le monde gagne à s'entendre maintenant. Depuis plus d'1 an, le gouvernement négocie avec les syndicats pour renouveler les conventions collectives de ses employés. Concrètement, en éducation, le gouvernement propose une augmentation historique de 18 % de la rémunération des enseignants au primaire et au secondaire dès leur entrée en fonction, des postes principalement occupés par des femmes. Il propose aussi l'ajout de professionnels pour appuyer les élèves en difficulté et la valorisation de la profession des enseignants en leur accordant une plus grande autonomie. Tout le monde gagne à s'entendre maintenant. Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée maudite bokeh? Change d'air quand tu me parles. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer, c'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Alors, bonjour à vous tous. Alors, c'est ma dernière chronique avant l'été. Donc, c'est une dernière.
Je vais vous raconter quand même une histoire vécue, un fait vécu, puis où ce qu'on se trouve ici présentement dans le bas du fleuve. Vous savez, le fleuve Saint-Laurent, qui part des Grands Lacs, le lac Ontario, qui descend, qui passe par Trois-Rivières, Québec, le Bas-Saint-Laurent, c'est-à-dire Trois-Pistoles, Rimouski, puis il va jusqu'à Gaspé. Alors, vous avez l'idée de la carte géographique. D'un côté, vous avez la rive sud du Saint-Laurent, puis du côté nord, vous avez la côte nord, le Labrador et tout ça. Alors, il y a environ 400 millions d'années, le fleuve Saint-Laurent n'existait pas. C'est qu'un matin, il y a eu, vous savez qu'on entend souvent des tremblements de terre dans Charlevoix où la terre tremble, parce qu'on sait que la calotte terrestre, elle se tient sur la planète, mais il y a un magma au centre qui est une boule de feu qui maintient tout ça. Alors, c'est comme des plaques de terre qui sont comme des casse-têtes sur la planète. Ils peuvent être appelés à bouger de temps à autre, mais c'est tellement gros qu'on ne voit pas ça bouger. Quoi qu'il en soit, la côte nord ici, ce qu'on appelle la rive nord du Saint-Laurent, il y a 400 millions d'années, le bouclier canadien a eu une étrange idée de vouloir aller vers l'est, c'est-à-dire se retourner quasiment vers l'Europe, par la mer. Puis en voulant se déplacer, au fil des millénaires, il y avait des sédiments qui étaient restés dans le bas, dans le fond de l'eau. Vous savez, des éruptions volcaniques, réchauffement de la planète, tout ce qui en est pendant des millions d'années. C'est des millions d'années, là. Alors, à un moment donné, il a senti une résistance, mais il était tellement puissant qu'il a poussé tellement fort, le bouclier canadien, qu'il a soulevé ces sédiments-là, le tuf, le schiste, et c'est devenu l'est du Québec. Alors, le Saint-Laurent a été créé à ce moment-là. Entre les deux, il y a eu une baisseur. Et dans cette baisseur-là, eh bien, aujourd'hui, on appelle ça le fleuve Saint-Laurent. C'est Jacques Cartier, d'ailleurs, qui a baptisé ce cours d'eau-là, fleuve Saint-Laurent, le 10 août 1535. C'était l'honneur de la fête de Saint-Laurent. Alors, ce fleuve-là, 400 millions d'années, des périodes de gel, de dégel, tout ça s'installe. Puis l'être humain, au travers de ça, arrive ici, sur les bords du fleuve. Vous savez, un cours d'eau, là, avec les automobiles, les avions, les trains, les chevaux, soient mis en place pour pouvoir se déplacer d'un point à l'autre. Ici, en Amérique, dans notre Bas-Saint-Laurent, il y a environ 11 000 ans passés, déjà, nos Premières Nations occupaient tout le sud du Saint-Laurent, y compris Trois-Pistoles, les Basques, et tout le côté nord aussi. Il y avait des tribus éparpillées un peu partout dans ce pays qu'on appelle le Canada maintenant. Et puis, alors, ces gens-là se déplaçaient, c'était des nomades, semi-nomades, et puis vivaient là, avec le rythme du temps, des marées, et puis se déplaçaient plus souvent qu'autrement en canot d'écorce et pouvaient se promener assez loin dans leur pèlerinage annuel. C'était des semi-nomades et nomades. Donc, le temps a passé, est arrivé les Blancs, c'est-à-dire Jacques Cartier, qui est arrivé, qui a découvert le Canada en 1534, disant qu'il avait découvert le Canada, mais ça faisait des lunes que le Canada avait été découvert par nos Premières Nations. Alors, ceci étant dit, Champlain est arrivé. Les pêcheurs basques sont arrivés ici sur l'île. Après ça, tous nos ancêtres, qui sommes de race blanche, canadienne, française ou québécoise, appelons-nous comme vous voulez, eh bien, on est issus de nos ancêtres qui sont arrivés ici par la suite. Exemple, moi, qui est un Rioux, bien, mon ancêtre, Jean Rioux, qui était un marin à bord des bateaux du roi, bien, a décidé de coller ici en Nouvelle-France, avoir une terre, développer sa terre. Là, à l'île d'Orléans, il a cédé ici pour arriver à Trois-Pistoles et développer sa seigneurie. Donc, tous les Rioux d'Amérique sont issus de cet ancêtre-là. Donc, lui aussi est arrivé par bateau. Tout se faisait par bateau. Or, si vous regardez comme l'Empress of Ireland, si vous regardez comme dans la Deuxième Guerre mondiale, où les sous-marins allemands se rendaient jusqu'ici à l'entrée du Saguenay, dans le but de détruire certaines installations militaires. Alors, pour vous dire que le Saint-Laurent, tel qu'on le connaît aujourd'hui, moi, ça fait 30 ans qu'il me promène dessus, mon fils, qui est capitaine à bord du Traversier, s'y promène aussi depuis une dizaine d'années. Alors, c'est pour vous dire que sur le Saint-Laurent, il y en est passé du monde, puis pas mal de monde à propos de ça. Alors, toutes les époques. Donc, ceci étant dit, c'est pas tout le monde qui en est sorti vivant, parce que dans les tempêtes, vous savez, le fleuve est bien beau, bien calme comme aujourd'hui. Souvent, il est endimanché de brume, un beau voile de brume qu'on ne va pas voir à 5 mètres de distance, mais aussi, il est déchaîné aussi. Comme cette semaine, il était déchaîné passablement avec les vents qu'on a eus. Si bien qu'il y a plein de monde. Le plus récent qu'on connaît, c'est l'Empress of Ireland, où le monde sont morts en face de Rimouski, alors après le Titanic. Mais pour vous dire que ce Saint-Laurent-là, dans son ventre, il y a encore beaucoup de personnes qui sont mortes
au fil des millénaires quand ils l'ont emprunté, et les eaux gardent ces âmes-là en détresse, en souffrance ou en voulant en voulant se déconfiner du fond de l'eau. Alors, se retrouvent finalement à dormir tout le long du fleuve ici, les goélettes et tout ça. Alors, il est arrivé un événement assez spécial la semaine passée. Alors qu'il y avait de la brume et une citoyenne ici, Patricia, qui aime faire de la broderie des châles, un rang à gauche, un rang à droite, un rang à gauche, un rang à droite dans son travail, fait des châles. Bien, Patricia, elle vit au bord de la mer l'été. Vous savez, quelqu'un là, qui fait du tricot, il faut qu'il soit très concentré dans ce qu'il fait parce que ne faut pas que tu rates, sinon tu rates des mailles. Puis il faisait de la brume ce matin-là, elle était sur le bord de la mer. À ce moment-là, elle se lève les yeux, puis elle voit à l'est de l'île aux Basques, il y a une accalmie de brume. Elle voit un genre de petit récif, un petit bateau pas tellement grand, puis elle dit « Voyons », là, elle se met à crier. Là, son chum qui entend ça, elle dit « Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? » Elle dit « Viens voir, viens voir. » Elle dit « Viens voir, regarde à l'est de l'île aux Basques, il y a un bateau qui est en dérive, qui est en détresse. » Là, monsieur, tu as dû en prendre un bon gin, tu as dû rêver ou tu as eu à avoir des couleurs qui n'existaient pas. Quoi qu'il en soit, son chum, je vais acheter les longues vues, puis je vais aller voir qu'est-ce qu'il y en a. Alors, il s'est approché finalement du bord du rivage, là où il passe l'arrêté. Elle, Patricia, a continué à faire son tricot. Et dans le tricot Josette, vous savez, les Anthropsol connaissent ça, les tricots Josette. Alors, dans le tricot Josette, elle a continué. Et là, son chum a des longues vues, et savez-vous ce qu'il voit? Il voit effectivement une petite embarcation d'environ 4-5 mètres, là, environ 12 pieds. Il y a 11 personnes à bord. Puis des gens, ils pouvaient déceler avec ses longues vues qu'il y avait 9 hommes, 2 femmes. Puis les hommes avaient une barbe plus longue que celle de Victor Lévy-Beaulieu. Leur barbe allait jusqu'au nombril. Des gens qui viennent de je ne sais pas trop où. C'était épeurant. Fait que là, ce qu'il s'est dit, il dit, je vais appeler tout de suite le capitaine du traversier, qui est Fioz, Rioux, le capitaine Rioux, pour lui dire, parce que ça emmenait des escoumins, lui, en bateau. Alors là, il y a eu un appel, puis il a été voir. Puis là, effectivement, quand la brume s'est dégagée, il a aperçu ces drôles de personnages sur un bateau à la dérive, comme je dis, la barbe longue. Alors là, par obligation maritime, quand quelqu'un qui est en détresse, tu dois détourner ton voyage et aller récupérer ces gens-là. Alors, c'est ce qu'il fit aussi. Alors là, il fait embarquer à bord, puis là, il fait embarquer aussi leur embarcation à bord, un petit bateau tranquille, mais c'est à bord du traversier. Puis là, il a demandé de s'identifier. Alors, le petit bateau, là, son nom, c'était le Santa Pistolo, le petit bateau. Et puis, le capitaine, c'était le capitaine Pisto. Puis, ce qui est spécial, c'est que dans les 11 membres d'équipage, à part de Pisto, le capitaine, il y avait Clément, il y avait Rita, il y avait Françoise, Mathieu, il y avait Médard, il y avait Tigui, puis il y en a un qui se surnommait Tobin. Alors là, ils ont dit, c'est quoi cette affaire-là? 11. Ça ressemblait quasiment à notre Mercé, tous ces noms-là. Ça fait que là, mon fils, qui est le capitaine du navire, alors il les a amenés ici, il leur a demandé qu'est-ce qu'ils viennent faire ici. Alors, c'est vraiment des âmes qui, depuis des millénaires, se promènent sur le fleuve. Mais on ne les voit jamais parce qu'ils profitent toujours de la brume, du brouillard, pour pouvoir se déplacer d'une place à l'autre, afin de pouvoir saluer les âmes qui dorment sous le fleuve, d'un bout à l'autre, entre la Gaspésie puis chez nous ici. Alors, ils sont arrivés, ils étaient rendus dans le coin de l'île aux Basques, et finalement, c'est qu'ils n'ont pas pu, finalement, tout faire ce qu'ils avaient à faire. Ils étaient un peu comme perdus, parce que là, le brouillard se levait, puis c'est une des rares choses, c'est comme un diable, si vous mettez un crucifix devant ou de l'eau bénite, vous le faites disparaître. Alors, eux autres, ces étranges personnages-là se sont retrouvés là, à découvert. Puis là, ils se sont sentis très, très là, fragilisés par le fait que l'être humain, avec ces gens-là qui sont d'outre-tombe, d'outre-mer, puisse être en contact. Si bien qu'ils étaient un peu comme coincés, mais à force de les faire questionner sur leur présence ici, en face de Trois-Pistoles, à l'est de l'île aux Basques, alors le capitaine Rioux, du traversier l'Héritage 1, Fioz, Jean-Philippe, il a cru comprendre que ces gens-là étaient à la recherche du gobelet d'argent qui avait été perdu dans la rivière Trois-Pistoles. C'était un des secrets qu'ils voulaient mettre en évidence. Ça fait que se sont dit, on ne peut pas trouver, mais il faut attendre que la brume revienne. Alors, pour ce faire, là, le capitaine du traversier, lui, a continué sa route, puis il a fait débarquer son monde à Trois-Pistoles. Et ici, ces gens-là, j'appelle ça ces gens-là, mais ces aides mystérieuses, c'est des luttes, c'est pas des lutins, mais c'est des luttes marins.
Alors, eux, ils ont été descendus à terre aussi, et le comité qui s'appelle Virvin, là, dans Trois-Pistoles, qui a des activités de l'animation culturelle tout l'été, les ont pris en charge. Et ces luttes marins-là ont demandé à être protégés par l'Église, c'est-à-dire se tenir proche de l'Église, et puis ils tenaient aussi à garder leur embarcation aussi, parce qu'ils veulent repartir un jour, continuer leur périple. Alors, juste pour vous dire, les gens de Trois-Pistoles, je vous conte l'histoire telle qu'elle s'est vécue. Et là, si vous passez devant le parc de l'Église, vous allez voir tous ces beaux luttes marins-là dans leur embarcation, qui est le Santa Pistolo. Alors, et puis, ils vont passer l'été dans le parc. Alors, ceux qui ne sont pas de Trois-Pistoles, qui sont de Saint-Clément, Sainte-Françoise, Rivière-du-Loup, Rimouski ou d'ailleurs, quand vous passerez à Trois-Pistoles cet été, vous allez pouvoir saluer ces luttes marins-là qui datent des millénaires de vie. Alors, et puis, ils vont pouvoir vous confier peut-être quelques secrets que vous seriez intéressé à avoir, en connaître davantage. Donc, durant l'été qui s'en vient à Trois-Pistoles, ne manquez pas de saluer nos luttes marins. Ils feront partie intégrante maintenant de notre communauté. Puis je me demande, comme maire, si je ne leur ferais pas signer le livre d'or comme des invités spéciaux qui valent la peine de pouvoir être rencontrés et écoutés parce qu'ils ont des secrets maritimes énormes. Alors, je vous souhaite un bel été et prenez le temps de vous reposer puis de profiter de ce beau temps-là. Merci. C'est la fin de notre émission, mais bien entendu, je ne vous laisse pas là-dessus. Je vous propose dans le fond une rétrospective de l'année télévisuelle de 2020-2021 pour vous parler un peu des reportages qu'on a eus cette année, vous conter des anecdotes qui ont pu se produire justement avec ces reportages-là. Donc sur ce, bon visionnement. Salut tout le monde, donc on se retrouve en post-prod pour faire la rétrospective de l'année 2020-2021 de la TCBH. Donc, on a commencé, je crois, en septembre. Je vous ai présenté dans ma première émission un montage vidéo que j'ai pu faire en l'honneur de M. Denis Lévesque de l'Association de personnes handicapées L'Éveil des Basques, parce que Denis est décédé. Donc, je pense que, vu qu'on a commencé avec ça en début de saison, je pense qu'on va commencer d'abord notre rétrospective en regardant encore une fois ce beau petit montage que j'ai pu faire en l'honneur de Denis. présentoirs à bouteilles qui ont été travaillés. Je disais tantôt que si j'avais eu le temps, je serais allé chercher 3 bières du caveau pour les mettre là. Ça aurait fait encore plus, mais j'ai comme manqué un peu de temps, puis j'ai pensé à ça un petit peu sur le tard.
Merci. Merci pour ton dévouement. Bravo, Denis. Envers nous tous. J'avais 2 groupes aujourd'hui et j'ai eu beaucoup de misère à animer. J'étais tout le temps dérangé. Mais non, ça me touche, puis je veux vous dire que je suis quelqu'un de chanceux. Je me lève tous les matins pour faire une différence dans votre vie, puis vous faites une différence dans la vie. Merci. Je sais que je l'ai dit lorsque j'ai présenté ce reportage-là, ce montage vidéo-là en début de saison. Puis je le redis encore, la TCBH et à mon nom personnel, auprès des amis, de la famille de Denis, on est encore avec vous puis on vous offre encore toutes nos condoléances. Il y a beaucoup d'images qu'on peut voir Denis justement avec Marie-France Pelletier qui est art thérapeute. C'était à la maison des jeunes, je crois, à Saint-Jean-de-Dieu. C'était justement avec des jeunes de la maison des jeunes. Puis c'était le kiosque ambulant finalement. C'était pour une captation pour les capsules vidéo qu'on a faites pour l'éveil des Basques. Puis ça avait été vraiment de quoi de le fun de voir Denis dans son environnement de travail, de le voir vraiment interagir avec les jeunes pour leur faire comprendre c'était quoi un handicap, que c'était pas un handicapé ou une handicapée, que c'était une personne handicapée qui avait une importance à ce niveau-là. C'était beau de le voir travailler. Puis le bout où on le voit dire merci, puis tout, il pleure justement parce que là c'est sa fête, puis tout ça. Ça aussi, ça avait été particulier parce qu'à la fin, Denis m'avait demandé, parce que ça c'était comme le vernissage finalement des œuvres des participants d'éveil. Puis Denis m'avait demandé à la fin, tu peux-tu ne pas garder ça, tu peux-tu couper cet extrait-là, puis garde, je veux pas que ça paraisse, regarde, je veux pas me montrer sous ce jour, me montrer en train de pleurer, puis tout ça, tu sais, c'est un homme fort, c'est un homme fier, Denis, puis j'ai gardé cette vidéo-là, on a un dossier inédit à la télé communautaire, parce que des fois c'est intéressant justement de garder ces types de fichiers-là, et j'avais gardé ce fichier-là, j'avais jamais pensé que je m'en servirais en post-mortem de Denis. J'aurais jamais pensé, je m'étais dit ça va rester là, puis comme bien d'autres inédits qu'on a. Puis je suis content d'avoir pu prendre cet extrait-là puis le montrer dans une vidéo en l'honneur de Denis Lévesque, parce que Denis c'était ça, c'est quelqu'un qui était fort, qui aidait tout le monde, mais il avait sa fragilité, puis sa fragilité, je trouvais ça beau. Je trouvais ça beau, puis tu sais, c'était son anniversaire, puis comme il dit à la fin de la vidéo, il se levait tous les jours pour faire une différence dans leur vie, parce que eux autres faisaient une différence dans sa vie à lui. Puis je pense que ça dit vraiment tout là, de Denis Lévesque. Maintenant, le lancement de Chantal, c'est quelque chose que j'ai aimé filmer. Chantal m'avait contacté justement pour me parler de ce lancement-là. Fait que moi, je me suis dit, écoute, ça va être une occasion d'aller la rencontrer puis de filmer son lancement. Initialement, j'allais là pour faire une entrevue avec elle, tout simplement pour parler de son lancement, mais le lancement allait être passé de toute façon. Puis j'en ai profité pour filmer, je pense, l'intégralité du lancement qu'elle a pu faire au vignoble à Saint-Mathieu. C'était très beau, c'était une belle salle, une belle entrevue que j'ai pu faire avec Chantal que je considère comme une bonne amie. C'est une musique super intéressante, super inspirante. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le travail de Chantal Drouin, allez le découvrir, ce qu'elle fait. C'est vraiment inspirant comme musique, c'est vraiment relaxant.
je vais vous laisser entendre un court extrait là, de son lancement dans la vidéo, justement. On grandit, on s'active, on travaille beaucoup, on s'agite, puis tranquillement, pas vite, ben, on se repose. Alors, voilà. Dans le fond, ça s'appelle des chansons sans mots parce que les 4 autres albums précédents incluaient, en tout cas, faisaient la jonction entre paroles et musique. Il y avait 2 CD de chansons, 2 CD qui s'appellent des musicantes. Alors, il y avait toujours abondance de paroles. Dans celui-là, ce ne sont que des musiques instrumentales au piano. Et puis, c'est des chansons sans mots aussi parce que la forme musicale de ces pièces-là sont vraiment bâties comme des chansons. Un peu, on peut reconnaître une partie qui ferait un refrain, une partie qui ferait un couplet, un petit pont qui s'en va dévier un peu puis qui revient par après. Alors, on peut reconnaître la structure d'une chanson. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle des chansons sans mots. Bien, je dirais les créations comme telles se sont échelonnées sur plusieurs années, mais plus intensément, je dirais, la dernière année. Puis le projet de faire un album instrumental date de, je dirais, 2012. Après la fin de mon projet de 2e musiconte, j'avais déjà cette idée-là. Alors, depuis ce temps-là, je compose des pièces, je les peaufine aussi et tout ça. Puis il y en a eu plusieurs qui ont été composées dans les dernières années. C'est un lancement qui se passe au domaine du lac, au vignoble là, du domaine du lac à Saint-Mathieu-de-Riou. Puis en fait, l'endroit a été choisi justement parce que c'est un décor d'automne extraordinaire et puis le pavillon est vitré tout le tour. Alors les gens vont arriver puis ils vont voir ce décor-là dans la face. Alors je trouvais que c'était un beau cadeau à leur faire. Mais aussi, c'est une belle place pour célébrer l'automne parce que c'est vraiment très, très beau comme site. Moi, j'ai travaillé beaucoup à l'organisation, puis ça a suivi la campagne de sociofinancement sur la ruche. Parce que sur la ruche, il y avait des gens qui avaient déjà réservé leur place, puis pas mal de gens. Donc, c'est pour ça que je fais le lancement en 2 temps aussi. La moitié aujourd'hui puis la moitié demain en formule matinée, parce qu'il y avait trop de gens pour qu'on puisse, compte tenu de toute la situation COVID et compte tenu de l'espace ici aussi, on a fait ça, j'ai fait ça en 2 temps. Puis il y a comme un comité de lancement qui m'a aidé à organiser, finir d'organiser en tout cas les choses, puis qui sont là aujourd'hui justement pour m'aider avec tous les petits détails d'organisation et tout ça. Puis à la sonorisation, c'est Lila Gilbert qui fait la sono puis qui fait l'éclairage aussi. Puis c'est quelqu'un avec qui j'ai collaboré pour l'album aussi parce que c'est un album qu'on a fait en co-réalisation. Bien, l'album s'est enregistré chez moi, sur mon j'appelle ça mon grand noir, sur mon piano à queue. Et puis c'est ça, on a transformé le salon, la maison, en studio. Alors, on a bouché les fenêtres, on a emmené des panneaux isolants, on a réorganisé l'espace pour que le son du piano soit le plus pur possible. Bien, d'abord, j'aimerais remercier Lila qui a embarqué dans ce projet à fond de train, pour le dire, puis qui est très professionnelle, fiable. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié sa collaboration. Il y a d'autres gens qui ont travaillé sur, par exemple, la masterisation. C'est Jean-Philippe Villemur qui a fait un travail impeccable, vraiment une belle collaboration aussi. Tous ceux qui ont aussi soutenu le projet par le sociofinancement, il y a eu quand même 85 personnes qui ont retenu une contrepartie ou l'autre. Alors, merci à tout ce beau monde-là. Et puis, j'ai mon amie Isabelle Castonguay, qui est une illustratrice, peintre, etc., formidable, et qui est aussi une grande amie qui a fait l'illustration de la pochette. Valérie Lavoie, qui a fait les photos, puis vous autres, qui avez enregistré la vidéo de promo pour la ruche. Bien, ça fait plaisir, puis on te souhaite un gros merde. Bien, je suis pas supposée dire merci, mais en tout cas, j'apprécie. Amuse-toi. Oui, certain, j'ai bien l'intention. Donc, si c'est pas encore fait, s'il en reste, procurez-vous l'album Automne de Chantal Drouin. Entrez en communication avec elle de diverses manières. Je suis certain que vous êtes capable de trouver ça. C'est un album à découvrir, comme le reste de son travail, je pense. On passe à un autre appel. Je vais vous parler de Santé mentale Bas-Saint-Laurent. Et je vais faire un lien assez particulier par la suite.
mentale Québec Bas-Saint-Laurent, en fait, on vient en aide à toute personne qui veut prendre soin de la santé mentale. Donc, on accompagne, on outille les gens aussi. Donc, on offre des activités, différentes conférences aussi, là. C'est certain que la pandémie, c'est quelque chose qui est extrêmement stressant pour beaucoup de personnes. Donc, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle, quelque chose qui est très imprévisible, quelque chose qui est nouveau aussi, qu'on n'a jamais vécu auparavant. Donc, c'est quelque chose qui vient augmenter la détresse chez certaines personnes. Je dirais qu'on n'a pas eu de nouveaux cas, nécessairement, là, beaucoup de nouvelles personnes qui sont venues nous voir. Par contre, les membres qui sont déjà à l'organisme, qui sont habitués à nous, bien, on a vu quand même une différence au niveau de leur fonctionnement au quotidien, au niveau de leur niveau de stress, puis leur niveau de détresse aussi. Je fais une coupure pour le Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent pour vous dire, dans le fond, c'est quoi le lien que je veux faire avec ça. C'est que avec Santé mentale, on va faire, Santé mentale Bas-Saint-Laurent, pardon, on va faire des capsules vidéo qu'on va vous passer l'année prochaine à la télé et sur le web, bien entendu, sur la chaîne la chaîne YouTube de la TCBH. Abonnez-vous. Donc, on va faire des capsules avec eux autres. Puis, c'était pour la semaine de la santé mentale, en fait, là, il y a quelques semaines, qu'on voulait faire ça. Par contre, en ce qui me concerne, je ne voulais pas faire juste un petit reportage comme ça là, sur la santé mentale. Je trouvais pas ça. Je trouvais que c'était un peu impersonnel, puis que c'était, tu sais, oui, il y a la semaine pour la santé mentale, la prévention pour la santé mentale. Sauf que, comme plein d'autres choses, que c'est la journée 2 ou la semaine 2, c'est à longueur d'année que ces trucs-là sont importants, pas juste une semaine. On met plus l'attention médiatique cette semaine-là. Mais je me suis dit que faire des capsules, de courtes capsules, ça se passe partout. On n'a pas besoin de parler de la semaine de la santé mentale. Puis je pense que faire de la prévention pour garder une santé mentale en santé, je pense que ça, c'est à l'année, surtout avec le COVID depuis un an et demi. Je pense que c'est juste une bonne initiative de pouvoir présenter ça à l'année. Donc, à l'automne, sans doute, vous allez pouvoir commencer à avoir ces capsules-là. On va les passer au travers de nos émissions, là, un peu comme des publicités, si vous voulez, pour faire de la prévention pour la santé mentale, parce que je trouve que c'est un sujet qui est assez important et que ça touche tout le monde. Ça peut toucher n'importe qui. On vit toutes des trucs pas le fun dans la vie, je pense, puis on est toutes un peu... on peut tout être appelés à être fragilisés au niveau de notre santé mentale. Puis je pense que ça, c'est de mon devoir en tant que média de pouvoir mettre l'accent là-dessus. Voilà. On va aller voir les trésors de Joséphine. Je suis Magali Morel, la coordonnatrice du Hub créatif Maison des générations du terroir de Saint-Hubert. C'est tout un projet avec 3 grands volets. On a d'abord et avant tout, sous l'égide des Trésors de Joséphine, on a le volet friperie. Donc, on est dans la récupération, revalorisation des vêtements et matières textiles. Autant pour donner accès aux gens qui ont peu de moyens à des vêtements accessibles de bonne qualité, que de simplement récupérer et de réduire notre impact environnemental en n'emmenant pas des tonnes et des tonnes de vêtements dans les sites d'enfouissement. La boutique d'artisanat du terroir, donc on veut valoriser l'artisanat local, les gens de la région qui fabriquent des merveilles, là. Puis on veut au fur et à mesure aussi aller chercher des gens dans la production locale, alimentaire. Et puis l'autre partie qui, elle, vise à travailler sur la santé physique et mentale de nos gens, c'est dans les locaux aussi, c'est d'avoir des ateliers créatifs où on pourra faire de la transmission de connaissances entre les générations aussi, d'où le nom de l'organisme. Il y aura encore une fois des cours de guitare, on offre des cours, on aura des ateliers de poterie. On vise aussi à avoir des cours de dessin, de peinture à l'huile. On a des cours de motivation et de méditation. On a un piano, donc on veut avoir des cours de piano. On a des ressources, on est en partenariat avec les fermières de Saint-Hubert, donc on va pouvoir avoir des gens qui vont nous enseigner à tisser, à coudre, à tricoter, à faire de la broderie. On a aussi des partenariats avec le Carrefour des initiatives populaires, donc pour travailler surtout l'aspect alimentaire. On va amener les jeunes aussi à venir ici, nous fréquenter pour peut-être s'outiller pour partir de la maison. Parce que souvent, on quitte la maison, puis comment je fais pour me faire bouillir de l'eau? Je ne sais pas. Donc, on veut leur offrir des ateliers comme ça. On veut amener aussi des cuisines collectives ici. Bref, on a des idées. Il faut juste avoir le temps et pas de COVID pour nous permettre de les faire.
là, j'ai une grosse hésitation. Soit je vous présente le Madub que j'ai pu faire avec Marie-Ève Dubé qui a le Madub à l'île verte, ou je vous présente le départ de l'Héritage 1 parce que le départ de l'Héritage 1, on avait hâte que ça reparte, on avait hâte qu'après 18 mois de travaux de communauté, que ça revienne. Donc je pense que je vais vous présenter un extrait de ce reportage-là. Je pense que ça en vaut la peine. Et bien sûr, ça a été le premier reportage de Luc, notre nouvelle recrue à la TCBH. Pendant que le traversier est en accéléré, je vais en profiter pour vous raconter une anecdote qui m'a été racontée parce que j'étais pas sur place lors de cette journée, lors de ce départ ce matin-là. C'était un mardi matin, je crois. Luc était resté sur le quai pour filmer, bien entendu, pour voir le bateau partir. Mais ce qu'il me disait, c'est que les autres médias qui étaient sur place, soit Radio-Can et TVA, eux sont embarqués sur le bateau pour filmer justement la traversée, puis peut-être même l'équipage dans la cabine de pilotage pour avoir un autre point de vue. Il allait aux Escoumins puis il revenait, donc il ne pouvait pas rester sur le quai aux Escoumins pour voir le traversier partir. Donc, à moins qu'il soit resté puis qu'il y a eu un autre départ tout de suite en revenant à Trois-Pistoles, on est sans doute les seuls à avoir filmé le départ, le premier vrai départ après 18 mois de l'Héritage 1 du quai de Trois-Pistoles. Donc, c'est quand même de quoi de le fun parce qu'on est peut-être les seuls à avoir ces images-là. Et on est sans doute les seuls à avoir les images que voici. Le Léon Provencher, qui est le bateau de Jean-Pierre Rioux, avec l'Héritage 1 qui est piloté par son fils Jean-Philippe Rioux. De voir père et fils comme ça sur mer, sur le fleuve, ça c'est sûr qu'on est les seuls à avoir ça. On est les seuls à la télé communautaire à voir ça, puis je trouve ça super le fun d'avoir ces images-là. Ça fait partie du patrimoine pistolois, je pense. Rien de moins. Donc voilà, ça fait le tour de notre rétrospective 2020-2021. Donc, en ce qui me concerne, pour la post-production, je rends l'antenne et je rends la parole, je cède la parole à mon moi du passé sur son tracteur à pelouse. Salut! J'espère que vous avez aimé les introductions que je vous ai présentées au cours de l'année. On a commencé avec de quoi d'un peu explosif. J'ai essayé d'avoir des petits tours de magie, des petits trucs intéressants pour vous présenter ça. C'est mon petit fun personnel, je ne vous le cache pas. Et vous avez pu voir aussi des parcelles de mon travail au Havre de la Faune. Si vous avez des questions là-dessus, havredelafaune.com. Prenez votre carte de membre si la mission vous intéresse, ça va nous encourager. Si vous avez des questions, des commentaires, encore une fois, je vous invite à nous suivre sur notre page Facebook ou à nous écrire sur notre site internet directement à tcbh.tv. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube
Et voilà, je termine ma saison en passant le tracteur à pelouse. Sur ce, bon été tout le monde. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.